Le défi était d'abord institutionnel. Le fait que, peut-être même, le défi, c'était environnement, habitat, urbanisme et aménagement du territoire. Mais on peut ne faire que l'un ou l'autre, mais il s'agit d'un tout. Donc le défi était institutionnel. Concevoir une démarche et une vision, une démarche pour le secteur. Et ensuite, y apporter ce que on a connu aujourd'hui, comme à l'époque d'ailleurs, comme la gare, la gestion axée sur les résultats. À savoir que dans la gouvernance publique, comme dans l'entreprise, comme en toute chose, il faut pouvoir se donner des objectifs et les mesurer. Mais pendant longtemps, l'entendement c'est que on ne peut pas faire de la gestion axée sur les résultats parce que la gouvernance publique ne pouvait pas, ne devrait pas ne devrait pas s'astreindre à mesurer des résultats. Mais si il faut se donner des résultats précis et les mesurer. Je me réjouis effectivement que depuis lors, cette pratique-là de monitoring qui permet de dire on va faire ça à telle échéance, le budget va servir à faire ça et on le mesure, on mesure les impacts et tout le monde est astreint à jouer sa partition. Donc ça, c'était d'abord un défi institutionnel. Il y avait aussi qu'on venait de loin. En 1999, quand j'ai pris le ministère, l'investissement public en milieu urbain par habitant urbain au Bénin était de 6 500 francs CFA. Autant dire rien. Et pendant les presque 6 ans que j'ai passé là-bas, ça a été multiplié par 5. Mais on venait de si loin que c'était toujours insignifiant. Ça a servi néanmoins à déterminer les priorités, à savoir les infrastructures de desserte et d'assainissement. On est parti d'abord de là. Aujourd'hui, je me réjouis que les investissements publics en milieu urbain ont connu une croissance exponentielle, surtout parce que l'entendement a été que l'investissement public en milieu urbain, ce n'est pas simplement pour faire beau. C'est un facteur de croissance. On ne le sait pas assez. Si la Chine est devenue l'atelier du monde, c'est parce que ils ont investi dans leur ville pour faire de leur ville des moteurs de croissance de leur territoire. Et ces investissements ont fait en sorte que la Chine devienne efficace, effective, performante. Et tout le monde a eu envie d'investir là-bas. Elles sont toutes là, ou presque, elles sont toutes là. Par exemple, le lien de l'impératif qu'il y a à relier l'investissement avec la préservation de l'environnement a fait en sorte que tout investissement est un préalable, l'évaluation des impacts environnementaux et aujourd'hui on dit aussi sociaux, c'est là, et c'est même devenu institutionnalisé et obligatoire. À l'époque, c'était nouveau. Le fait qu'à l'époque, il a fallu mettre dans chaque ministère une cellule qui aide le ministère à faire ça. Donc aujourd'hui, c'est devenu une pratique commune. Tous ces éléments-là, plus le rôle et la partition importante du secteur, en particulier le lien entre habitat, environnement, urbanisme, aujourd'hui on dit cadre de vie, est crucial pour qu'un pays prospère. À l'époque, on avait l'impression que ce sont des investissements qui ne pouvaient pas réduire la pauvreté. Moi, j'étais d'avis qu'il ne s'agissait pas de réduire la pauvreté. Il s'agissait d'accroître la prospérité et de mieux la partager. Et l'inclusion dans un territoire dépend de la qualité et du fonctionnement des villes. Le risque est celui de l'étalement. Ce n'est pas propre au Bénin. Les villes africaines fonctionnent par étalement. Et cet étalement fait de la croissance urbaine ou de l'urbanisation une prédation à la fois des écosystèmes, une prédation de leur fonctionnement. Par exemple, quand les villes s'étalent, toutes les zones basses, les zones humides, on les comble a priori. La ville dysfonctionne et forcément, les inondations deviennent un défi encore plus grand.
Les inondations sont un défi du fait que, avec les changements climatiques, on a plus de pluie dans des périodes réduites. Mais quand les exutoires sont comblés, l'eau ne va nulle part si ce n'est qu'elle reste dans la rue et va dans la maison. Donc ça, ce sont les risques. Mais en même temps, les données disent que entre maintenant et 2050, seulement un tiers, en fait 61% de ce qui a construit pour que les villes africaines deviennent durables n'a pas encore été construit. 61%. Ça veut dire que presque 2 tiers de ce dont on a besoin comme investissement en infrastructure, un investissement en aménagement, un investissement en habitat et autres, n'a pas encore été construit. C'est un défi énorme, mais en même temps une opportunité. Parce que quand vous devez faire du neuf, vous pouvez le faire de manière à ce que ce neuf-là soit à la fois conçu pour les hommes et pour la nature. Pas contre les hommes et pas contre la nature. Il y a Nelson Mandela avait dit, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous ne pouvez le faire que contre moi. C'est vrai pour les hommes, c'est aussi vrai pour la nature. Tout ce que vous faites sans penser à la nature, a priori, vous le faites contre la nature. Mais la nature, elle a le temps pour elle. Elle a toujours raison parce qu'elle a des milliards d'années d'existence. Elle a le temps pour vous enseigner la leçon que vous avez oublié d'apprendre. D'abord, l'entendement qu'il faut avoir, c'est le logement abordable. On a souvent pensé que le logement abordable, c'est d'abord davantage de financement. Bon, à l'époque, les financements étaient rares du fait que l'Afrique était passée par la crise des années 80 et est entrée en ajustement structurel et ne pouvait même plus investir, ne serait-ce que dans les infrastructures urbaines. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Il y a davantage de ressources pour investir. Et maintenant, quand on veut investir, souvent on investit en créant, je dirais, des enclaves formelles. Mais peut-être que ce qu'il faut rappeler, c'est que la plupart des villes africaines ont des caractéristiques en commun. L'une de ces caractéristiques-là, c'est que 60% de la ville est faite de zones dites informelles, au sens de les rues ne sont pas orthonormées et que ce n'est pas comme l'urbanisation où les voiries sont orthogonales comme dans l'urbanisme occidental. Mais l'autre chose aussi, c'est que ceux qui vivent là-bas, on les perçoit comme n'étant pas solvables. Mais la réalité, seulement 5% de la population urbaine africaine est solvable si on doit construire du neuf. Les autres, ils construisent. Et tout ce qu'ils construisent n'est pas à jeter. Donc, si on veut faire de l'abordable, il faut pouvoir non seulement faire de l'extension, mais j'allais dire surtout aussi trouver les modalités pour aider ceux qui vivent dans des logements dits précaires, dits informels. Comment on fait pour amener ces logements-là à un niveau de standing acceptable? Comment on a le logement, l'habitat, c'est le logement plus la voirie, les infrastructures et les services. Comment on fait pour que, quand vous allez par exemple à Ladji, comment on fait pour qu'à Ladji, qui, en réalité, Ladji, c'est Cotonou qui a trouvé Ladji. Ladji était là avant Cotonou. Ladji était, pour ceux qui ne savent pas, Ladji, c'est un quartier, un noyau ancien au bord sud du lac Nokoué. Mais ceux qui vivent là, avec des maisons qui ne sont pas aux normes urbaines, comment on fait pour leur apporter non seulement les fonctions urbaines, l'Internet, la lumière, l'eau, et comment on fait pour les aider à relever le standing de leur maison? Ils sont la majorité des urbains. Donc, on appelle les constructions qui sont le logement du déjà là, c'est déjà là. Comment on fait pour que le déjà là, on remonte le niveau et le standing du déjà là? Ça doit être l'une des questions qu'on se pose. Donc, la puissance publique pour investir a une équation entre construire de nouvelles enclaves formelles et investir pour que ceux-là, qui sont la majorité des urbains, que ceux-là aussi profitent
de l'amélioration de l'habitat. Il faut savoir que non seulement ils sont la majorité, mais que l'économie informelle, c'est 80% de l'économie urbaine, c'est 90% de l'emploi urbain. Si tous les émigrants s'arrêtaient, la ville s'arrête, pour donner cet exemple-là. Donc, percevoir cela comme étant un impératif, c'est une perception qu'il faut que l'analyse publique, l'investissement public intègre. Pour l'heure, informalité signifie ce qui est établi, tout ce qui est même hors la loi, à la limite. Donc, parce que c'est perçu comme ça, tout ce qu'on envisage, c'est des solutions d'éviction. Mais quand vous ne faites que de l'éviction, ceux qui sont là et qui ont investi une partie de leur maigre ressources, quand vous les rasez, ils vont créer le même phénomène plus loin. Donc, il faut pouvoir, dans la mesure du possible, intégrer les mécanismes qui permettent de les aider à améliorer le standing de leur logement. Il y a des éléments, il y a des manières de faire qu'on peut intégrer et améliorer pour le faire chez nous comme ailleurs. Hein. Je pense que c'est une nécessité pour que nos villes prospèrent et que, en capitalisant ce que l'informel sait faire, que notre émergence se fasse de façon plus inclusive et plus vite.